Je vais commencer par quelques chiffres. La France compte 10 millions de personnes en situation de handicap. Donc, à l'intérieur de ces 10 millions de personnes, 5 millions de malentendants, 3 millions d'handicapés moteurs, 1,7 million de non- et malvoyants, 700 000 personnes handicapées intellectuelles. Et puis, il y a des personnalités qui changent la donne, comme Nicolas Huchet. Bonjour Nicolas Huchet, merci d'être connecté avec nous donc dans Smart Tech. On peut aussi vous appeler Bionico, si j'ai bien compris. On s'autorise ce raccourci, puisque vous êtes ce qu'on appelle un homme bionique, un maker, aussi conférencier, assembleur de compétences, le cofondateur de l'association My Human Kit. En fait, vous êtes à l'origine d'un concept d'atelier qui est inspiré des Fab Labs pour transformer les personnes valides ou non en inventeurs, bricoleurs, pourvoyeurs d'aide technique au handicap. Bonjour Nicolas Huchet. Bonjour. Et là, nous sommes donc même à l'intérieur d'un atelier, d'un de ces ateliers que vous créez. Tout à fait. Donc là, on est à Rennes, au Human Lab, donc qui est un Fab Lab dédié au handicap. Donc un Fab Lab est un laboratoire de fabrication dans lequel on trouve des machines, des outils et dans lequel on peut fabriquer, réaliser des objets. C'est vraiment c'est un atelier de fabrication, comme un atelier où on peut venir réparer son vélo. Et ici, c'est un atelier où on peut venir fabriquer des objets. Donc ça, c'est le concept du Fab Lab, des objets numériques. Donc on parle de fabrication numérique puisqu'on inclut tout ce qui est logiciel, ordinateur, donc le monde du software, et aussi tout ce qui est machine à fabriquer des objets, comme les découpeuses laser, les imprimantes 3D, mais aussi la perceuse, la ponceuse, etc., ou les machines à coudre. Et là, on est plutôt dans le hardware. Donc le Fab Lab est donc un laboratoire de fabrication numérique ouvert à tout le monde. Et la particularité du Fab Lab dédié au handicap, qui est le nôtre, c'est qu'il s'appelle Human Lab. Et donc sa spécificité, c'est qu'il est dédié à la réalisation d'objets pour faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap, en les impliquant sur leurs propres projets. À titre d'exemple, donc moi, je suis à l'origine de l'association. Et on va peut-être juste pour rappeler un peu votre histoire, parce que tout a commencé quand vous avez été amputé de la main à l'âge de 18 ans. C'était à la suite d'un accident de travail dans une usine. Et puis là, vous n'êtes pas tout à fait satisfait finalement de la prothèse qu'on vous propose. Et vous allez voir justement un Fab Lab pour tenter de bricoler quelque chose d'un peu plus adapté. En quoi la main, au final, que vous avez vous-même fabriquée et ajustée, répond-elle mieux à vos besoins ? Quels sont aujourd'hui les besoins spécifiques en matière de prothèses qui ne sont pas adressés par les grands fabricants mondiaux ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, je n'ai pas encore la réponse à cette question. C'est-à-dire que la main que vous venez de montrer et celle que je vous montre là, qui sont des mains robotiques qu'on peut fabriquer aujourd'hui dans des Fab Labs grâce à des plans open source, donc des plans accessibles à tous. Ces mains ne répondent pas aux prothèses vendues par les fabricants, les industriels dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces petites mains robotiques qui coûtent une centaine d'euros, elles n'arrivent pas à égaler la robustesse d'une main fabriquée par une entreprise et qui coûte par contre 50 000 euros. Voilà, donc ça déjà, ça ne répond pas. Par contre, le problème, c'est que quand on a accès comme ça à des prothèses, quand on découvre le handicap, comme moi c'était le cas, et quand j'étais amputé et que j'ai eu une prothèse, c'est que cette prothèse, je l'ai eue dans un cadre médical, dans un contexte hospitalier, et donc médicalisé, protégé, et donc on a cette image du handicap qui correspondent du coup à l'hôpital, le médecin, l'expert, le prothésiste et tout ça. Mais le handicap, ça peut aussi être un champ d'exploration, un champ d'inventivité, même une matière à s'inspirer. Et c'est ce qu'on essaie de faire ici. Et cette petite main, du coup, cette main robot, que je ne peux pas utiliser parce qu'elle est trop fragile, en fait, c'est moi qui l'ai fabriquée. Et le fait d'apprendre à la fabriquer, je me suis approprié mon handicap et ça m'a permis de mieux vivre avec. Donc en fait, la différence, elle n'est pas technologique dans un premier temps, elle est vraiment psychologique. Voilà. Donc ça, c'est la première chose qu'on cherche à mettre en avant. Mais ensuite, par contre, le but de mon projet, qui s'appelle Bionico, est bien de rivaliser avec les prothèses sur le marché
et d'inventer un produit qui serait pas mieux, mais qui répondrait mieux aux besoins des personnes amputées de la main. Et donc, je suis bien placé pour le savoir puisque je suis concerné. Et donc, on peut expliquer ce qu'il y a peut-être déjà dans une main bionique, dans une prothèse. C'est quoi? Ce sont des composants électroniques? Oui, donc là, je vais prendre le prototype qui finalement rejoint quand même ce qu'il y a. C'est quand même l'équivalent de ce qu'on peut trouver dans cette main, mais avec des composants moins chers. On a un moteur. Et ce moteur, en fait, c'est du coup un moteur, ça tourne. C'est la spécificité d'un moteur, comme le moteur d'une voiture. Et donc ce moteur, en tournant, il fait bouger donc cet engrenage qui va faire bouger le doigt ou bouger la main. Voilà. Et le pilotage, il se réalise à partir de capteurs? Oui. Alors, les capteurs envoient l'information à la carte électronique, puisqu'il faut traiter l'information. Voilà. Et en fait, l'information est reçue par les capteurs, et les capteurs, ils sont à l'intérieur de la prothèse, donc à l'intérieur ici, et c'est ce qu'on appelle des capteurs musculaires. C'est des capteurs qui vont réagir à la contraction de l'avant-bras. Donc, aujourd'hui, le contrôle d'une prothèse se fait un peu, je dirais pas vulgairement, mais un petit peu au petit bonheur la chance, c'est-à-dire qu'on apprend à contracter des muscles qui ne sont pas les muscles de la main. Et est-ce que vous m'entendez? Très bien, je vous entends très bien. C'est que l'image c'était et il y a aussi pas de retour, en fait, on ne sait pas ce qu'on touche avec une prothèse. Donc il y a encore des problèmes au niveau du contrôle des prothèses. Mais voilà, en gros, pour vous expliquer, ça marche comme ça. On contracte un muscle sur lequel il y a un capteur. Ce capteur envoie une information à la carte électronique qui renvoie cette information à un moteur qui fait bouger la main. Alors, donc on voit qu'il y a encore beaucoup de progrès technologiques à accomplir, mais il y a aussi la question de la baisse des coûts. Et ça, finalement, avec un projet qui s'appuie sur l'open source, on peut répondre à la fois à ces deux problématiques. C'est-à-dire, d'un côté, on accède à une communauté très vaste, qui n'est pas juste les personnes qui viennent dans votre Fab Lab, mais l'ensemble de la communauté open source qui peut participer au projet et en même temps profiter d'une baisse des coûts assez considérable. Ça fait combien de temps que vous avez démarré ce projet et vous en êtes où aujourd'hui? Ce projet a commencé en 2013, voilà. Et il a commencé par la réalisation de petites mains imprimées en 3D en plastique qui coûtent une centaine d'euros. Et donc ça m'a permis de découvrir que l'impression 3D et les mains fabriquées dans les Fab Labs, ça n'allait pas répondre aux besoins. Donc il y a quelques années, on a établi un cahier des charges vraiment avec un industriel, avec un partenaire industriel. Je vais même le citer, c'est Ariane Group avec qui on travaille. Donc il faut savoir que My Human Kit, on collabore, on a des partenaires qui sont aussi bien dans le secteur social que dans le secteur du coup de l'aérospatial, que dans le secteur qu'avec le département. On a des partenaires éducatifs, on travaille dans des collèges, donc on a vraiment une diversité comme ça de partenaires avec qui on travaille pour à la fois faire évoluer l'image du handicap dans la société, donc auprès des jeunes, mais aussi en milieu professionnel. Et aujourd'hui, le projet de la prothèse, il en est au stade de ce qu'on appelle de la R&D, donc de la recherche et du développement. Donc ça veut dire qu'il y a des étudiants d'université qui doivent résoudre des problématiques mécaniques. On a aussi des salariés d'entreprises qui sont mis à disposition pour le projet, qui réfléchissent également pour établir aussi, voilà. Donc ce qu'on appelle, l'idée c'est de rassembler des différents collaborateurs, partenaires, qui vont participer à la conception de la prothèse pour qu'elle soit à l'image que j'en ai, c'est-à-dire légère, facile à fabriquer, simple d'utilisation. Et ça demande de l'expertise, puisqu'on est quasiment dans le secteur de l'horlogerie en fait. Donc on ne peut pas comme ça inventer dans un Fab Lab une prothèse. Et puis il y a aussi des partenaires industriels qui s'engagent à produire les pièces du prototype. Alors ça va être en aluminium, en impression métal, et il y a aussi des lycées techniques qui utilisent les schémas techniques pour en créer des supports pédagogiques, des supports de cours qui comptent pour les épreuves du bac. Donc en fait voilà, c'est tout un projet autour de l'éducation, du changement du regard sur l'handicap et de l'accessibilité des prothèses, et qui englobe voilà, des partenaires qui vont de l'éducation à l'industrie, et on a un nouveau prototype aujourd'hui qui est en réalisation. Voilà.
Bon, et aujourd'hui, justement, c'est le premier jour de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Et l'une des missions, justement, c'est de montrer l'ampleur des choses qui restent à faire. Alors, notamment du côté de l'emploi, pour vous, qu'est-ce qui semble le plus important à réaliser pour aider, favoriser l'emploi davantage de personnes handicapées? Je remonterais, enfin, mon avis personnel, c'est que on est dans une société où c'est important de faire baisser le chômage, mais en même temps, on va pas faire bosser les gens. Enfin, il y a un espèce de paradoxe dans le fait que c'est comme si l'idéal de cette société dans laquelle on est, ce serait qu'il n'y ait pas de chômeurs. Voilà. C'est comme, voilà. Donc c'est comme si c'est pas bien le chômage. Alors que nous, toutes les personnes qui viennent ici, il y en a plein qui sont au chômage et qui se réalisent beaucoup plus, qui s'épanouissent beaucoup plus en venant ici qu'en allant travailler 5 jours sur 7, payer 1 000 €, 35 heures par semaine, quoi. À faire un travail non valorisant et avec aucune reconnaissance, à 50 km de chez eux. Donc la question se pose, est-ce qu'il faut trouver du travail pour toutes les personnes handicapées ou est-ce qu'il faut être à leur écoute et essayer de comprendre leurs besoins et faire en sorte qu'elles puissent s'épanouir en fait dans la société? Parce qu'en fait c'est ça en fait. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça avec les personnes en situation de handicap, on pourra le faire avec la société d'une manière générale. Donc pas un travail à tout prix, mais un travail épanouissant pour tout le monde, y compris évidemment les personnes en situation de handicap. Merci beaucoup Nicolas Huchet pour votre témoignage. On arrive à la fin de notre séquence malheureusement, mais on vous réinvitera. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de My Human Kit. Merci encore. C'est l'heure de notre talk. On va parler des nouveaux projets autour de la blockchain.